Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la dynamique des zones de divergence. Nous allons dans un premier temps parler de magmatisme de dorsale et des vitesses d'expansion océaniques. Vous observez ici la carte mondiale des flux de chaleur à la surface de la planète. Et cette carte, elle montre de fortes variations avec des évacuations importantes de chaleur au niveau des dorsales, c'est-à-dire au milieu des océans. Au niveau de l'axe des dorsales, le flux moyen est supérieur à 500 mW par mètre carré. Ainsi, les dorsales sont caractérisées par la présence de matériel chaud à proximité de la surface. Or, les dorsales sont également marquées par un déplacement relatif divergent de deux plaques lithosphériques qui se séparent, et cette vitesse de déplacement varie selon les dorsales. On peut alors se demander comment la croûte océanique se met-elle en place dans les zones de divergence en milieu océanique? Et ensuite, en quoi la vitesse de déplacement des plaques impacte-t-elle la formation et le devenir de cette croûte océanique? On peut étayer les observations précédentes par une analyse en tomographie sismique. On observe ici une zone pour laquelle, sous la dorsale, la vitesse des ondes sismiques diminue, ce qui est habituellement interprété comme une zone de matériel relativement chaud, ici jusqu'à 200 km de profondeur, donc dans le manteau. La mise en place du plancher océanique met en jeu la formation puis le refroidissement du magma. On rappelle qu'un magma, c'est un liquide de température supérieure à 600 degrés, généralement sous pression, et qui est engendré par la fusion de matériel. Il produit des roches plutoniques ou volcaniques. Ici, on a des basaltes dits en coussin, c'est-à-dire avec une forme relativement arrondie, et ces basaltes sont caractéristiques d'un refroidissement rapide sous l'eau, donc caractéristiques d'une zone de dorsale. L'analyse de la composition chimique des roches constituant le plancher océanique permet de montrer que le magma formé au niveau des dorsales correspond à une composition de péridotite. On rappelle que la péridotite est la roche principale constituant le manteau et on observe ici que les compositions de la croûte océanique et du manteau, donc de la péridotite, ne sont pas tout à fait équivalentes. Ça, c'est lié à un processus que l'on verra un peu plus tard. Tout le manteau ne devient pas croûte océanique. Quoi qu'il en soit, à partir de là, on en déduit donc que le magma à l'aplomb des dorsales provient de la fusion du matériel mantélique. Alors, comment expliquer que ce matériel mantélique fonde? Pour comprendre les mécanismes du magmatisme au niveau des dorsales, il va nous falloir deux types d'informations. Déterminer dans quelles conditions la péridotite peut fondre et déterminer les conditions de température et de pression qui existent sous les dorsales. Alors, dans un premier temps, pour déterminer les conditions dans lesquelles la péridotite peut fondre, on peut soumettre cette péridotite à différentes conditions de pression et de température grâce à des enclumes à diamant, comme ce qu'on observe ici. Alors concrètement, on met donc notre péridotite dans un ensemble, c'est ce qu'on observe ici, ce sont les cristaux 1 et 2 qui sont constitués d'olivine et qui sont dans un ensemble ici AR d'argon. Et lorsqu'on induit la pression et qu'on augmente la température grâce à un faisceau laser, eh bien on peut obtenir du liquide. Donc la péridotite change de phase, elle devient liquide. Et si la pression ou la température ne sont pas suffisamment importants, eh bien, une partie reste solide. Et donc, lorsqu'on en relâche la pression et ou la température, on obtient un verre, c'est-à-dire qu'on a un refroidissement brutal, il n'y a plus de cristaux. C'est ce qu'on observe avec cette bulle noire. À partir de ces expériences, on peut alors produire un graphique permettant de définir les paramètres de température et de pression pour lesquels la péridotite reste solide, ici constituée de minéraux,
les conditions de pression et de température pour lesquelles certains minéraux sont encore présents, c'est la phase solide, mais baignent dans une phase liquide. Un certain nombre de minéraux ont disparu et ont fusionné, sont devenus liquides. Ici, on est dans un domaine de fusion partielle. Une partie des minéraux ont fondu. Et enfin, on a des conditions de température et de pression pour lesquelles l'ensemble de la péridotite est fondu, c'est la fusion totale. Du coup, si on veut obtenir du magma formé à partir de péridotite, eh bien on veut se retrouver dans cette zone violette constituée de solides et de liquides. Si on appose le géotherme terrestre à ce diagramme, on voit que, à l'échelle du globe entier, les conditions de pression et de température ne permettent pas d'expliquer la fusion de la péridotite. Le géotherme ne passe pas le solidus. En fait, il existe des conditions, des modalités particulières qui sont localisées à l'échelle du globe et qui expliquent ces conditions de fusion. On peut avoir d'une part une décompression, c'est-à-dire une diminution de la pression qui va faire remonter le géotherme. On peut observer une augmentation de la température qui va décaler le géotherme, ou on peut aussi avoir une roche hydratée, et dans ce cas-là, ce n'est pas le géotherme terrestre qui se déplace, mais c'est le diagramme qui change. Le solidus d'une roche hydratée est différent du solidus d'une roche sèche. Nous avons déterminé dans quelles conditions le manteau fond. Et maintenant, on doit déterminer laquelle de ces conditions est vérifiée au niveau des dorsales. Alors pour ce faire, on va commencer par travailler sur les transferts de chaleur. Est-ce qu'il y a une augmentation de la température sous les dorsales? Eh bien, on revient à ce qu'on a vu précédemment sur la convection et la conduction. Et expérimentalement, on peut mesurer les variations de température en fonction du type de transfert de chaleur. Or, dans le manteau, on sait qu'il y a des mouvements de convection. Donc, au niveau des dorsales, le géotherme traduit ces mouvements de convection. Et dans ce cas, la température varie peu avec la profondeur. On en déduit que le mécanisme essentiel déterminant la production de magma, et donc le magmatisme de dorsale, est une décompression, c'est-à-dire une diminution de la pression dans la sténosphère. En effet, si le matériel ici en A remonte, donc il est ici sur le géotherme terrestre, il est solide, si ce matériel remonte, il va être décomprimé, s'il remonte, la pression diminue, et dans ce cas-là, eh bien, il peut devenir en partie liquide. Il y a fusion partielle par décompression adiabatique, c'est-à-dire par diminution de la pression sans modification de la température. Au niveau de la dorsale, la sténosphère remonte jusqu'à proximité de la surface et cette fusion peut se produire à de faibles profondeurs, 50 à 80 km. La remontée du matériel à l'aplomb des dorsales permet la formation de basalte en coussin en surface et de gabbro en profondeur. C'est alors l'accrétion océanique, c'est-à-dire la formation du plancher océanique par une accumulation de matériel magmatique. Accrétion signifie simplement accumulation de matériel. Cette accrétion peut être plus ou moins rapide selon la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques. En effet, selon leur localisation, les plaques lithosphériques en divergence peuvent se déplacer plus ou moins vite, de 1 à 16 cm par an, ce qui permet de définir au moins deux grands types de dorsales. Les dorsales lentes, comme la dorsale médio-atlantique, qui a un taux d'expansion moyen de 2,5 cm par an. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus lent. Il existe une moyenne de 1 cm par an pour la dorsale de l'océan Arctique. Et il existe les dorsales rapides qui peuvent avoir un taux d'expansion bien supérieur, donc jusqu'à 15 cm par an, par exemple pour la dorsale Est-Pacifique,
entre les plaques Nazca et Pacifique. La morphologie des dorsales, c'est-à-dire ce à quoi elles ressemblent, est contrôlée par le taux d'expansion. Pour le démontrer, nous prendrons deux exemples qui ont été largement étudiés, que l'on observe ici, la dorsale Est-Pacifique et la dorsale Atlantique. Grâce à des profils topographiques, on peut déjà observer des différences significatives entre la dorsale rapide et la dorsale lente. Les dorsales lentes possèdent une vallée axiale. C'est un rift, c'est-à-dire une zone d'effondrement de l'ordre de la dizaine de kilomètres de large et de 1 à 2 km de profondeur. Cette vallée est caractérisée par la présence de failles normales. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une faille? Une faille, c'est une cassure dans le terrain avec un déplacement relatif des parties qui sont séparées. On observe ici une cassure et de part et d'autre de cette cassure, on observe des motifs qui se ressemblent. En fait, ce sont des zones qui se sont formées en même temps et qui ont été séparées puis déplacées par un mouvement. Et donc, de part et d'autre de la cassure, on peut déterminer qu'il y a eu un mouvement. Ici, un bloc est descendu par rapport à l'autre. Les failles normales sont donc des cassures dans le terrain avec un déplacement relatif des parties qui sont liées à une distension ou une extension. Et ça, c'est caractéristique des zones de divergence. Donc, on va en retrouver un certain nombre au niveau des dorsales. C'est ce que l'on observe ici. Pour les dorsales rapides, l'injection du magma dans la croûte provoque plutôt un bombement du plancher océanique. On n'observe donc pas de rift profond, comme pour les dorsales lentes, mais un dôme, également appelé horst. La zone étant également en extension, on va aussi observer des failles normales dans la région. Dans le cas des dorsales lentes, voire ultra lentes, l'activité volcanique peut s'interrompre, mais l'écartement des plaques ne cesse pas forcément. Et ça peut conduire à ce qu'on appelle une exhumation des roches mantéliques. C'est-à-dire que les roches qui sont normalement formées en profondeur et qui sont normalement censées rester en profondeur, eh bien, sont ramenées à la surface, notamment à cause de failles. On observe en fait à l'affleurement, c'est-à-dire à la surface, des roches qui contiennent essentiellement de l'olivine, c'est ce qu'on observe au microscope, et donc ces roches sont bien des roches mantéliques, c'est de la péridotite. C'est la fin de cette première vidéo sur les dorsales. N'oubliez surtout pas de noter vos questions et de répondre au quiz. À très bientôt!